Au sommaire de cette édition, corruption en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi veut changer les mentalités, s'enfuir dans le passé. Plusieurs hauts responsables burundais s'en sont pris vivement aux évêques catholiques dès samedi, après la fuite sur les réseaux sociaux de leur message pastoral. Et puis le nouveau premier ministre soudanais du gouvernement de transition, Abdallah Hamdok, veut faire la lumière sur un épisode de répression qui a fait près de 130 morts. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré ce dimanche vouloir changer les mentalités en République démocratique du Congo, ceci sans fuir dans le passé. Dans un entretien à la chaîne TV5 Monde et au quotidien français Le Monde ce dimanche, Félix Tshisekedi, le président congolais, a affirmé qu'il voulait changer les mentalités contre la corruption en République démocratique du Congo, sans règlement de compte et sans fouiner dans le passé des responsables encore aux commandes. Il a aussi défendu son directeur de cabinet Vital Kamerhe dans l'affaire des 15 millions de dollars qui manquent dans les caisses du Trésor public. Je n'ai aucune preuve de sa méconduite, jusqu'ici en tout cas. Je n'ai pas à lui cracher dessus, a-t-il poursuivi au sujet de son directeur de cabinet et allié politique Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet est cité en effet sans être nommé dans le rapport de l'inspection générale des finances transmis le 31 juillet au parquet. Selon ce rapport, 15 millions de dollars destinés au trésor public ont été versés sur un autre compte qui a été vidé avec le directeur de cabinet du chef de l'État parmi les 4 responsables. Cette somme correspond à une ristourne de 15% sur 100 millions de dollars versés par l'État aux compagnies pétrolières pour compenser le gel des prix à la pompe. Ce n'est pas une affaire de détournement de l'argent qui devrait aller dans les caisses du Trésor, a-t-il affirmé. C'est une affaire de rétrocommission. L'enquête judiciaire portera sur le fait de savoir si la rétrocommission était destinée aux caisses du Trésor, assure Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier. Il gouverne en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui a gardé une vaste majorité au Parlement, selon les résultats officiels critiqués sans relâche par l'opposant Martin Fayulu. Au Burkina Faso, l'ex-premier ministre cadré Désiré Ouédraogo a été suspendu par le parti de l'ex-président Blaise Compaoré. C'était lors d'un congrès extraordinaire ce dimanche. Cadré Désiré Ouédraogo, Bourima Badini, ancien représentant de l'ex-président Blaise Compaoré lors de la médiation dans la crise ivoirienne, le député Yahya Zoungrana et Alpha Yago, tous membres du bureau politique national de l'ex-parti au pouvoir, ont été suspendus pour une durée d'1 an. C'est ce qui ressort de la motion adoptée lors du congrès qui a réuni plusieurs milliers de militants à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Sur proposition du secrétaire permanent, d'autres poids lourds du parti, dont l'ancien ministre Léon Sokone, Mahamadi Lamine Kouanda, Ambroise Tapsoba et Rasmane Daniel Sawadogo ont été exclus définitivement du parti selon une autre motion. Ces sanctions interviennent après des dissensions principalement au sujet du choix du candidat à l'élection présidentielle de 2020. Soutenu par les associations, Cadré Désiré Ouédraogo avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020 sans attendre les primaires au sein du CDP. Dimanche, le président du CDP, Edi Kombouago, a évoqué l'exil de Blaise Compaoré et des autres camarades hors du pays pour des raisons politiques. Fondateur du CDP, dont il est désormais président d'honneur, Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir par une insurrection populaire en octobre 2014, après 27 ans au pouvoir. Recherché par la justice burkinabé, il vit à Abidjan où il a pris la nationalité ivoirienne pour empêcher toute extradition.
Je le disais en titre, les autorités burundaises accusent des évêques du pays de cracher leur venin de haine. Ceci après que ces chefs religieux aient dénoncé l'intolérance et la violence politique à quelques mois de l'élection présidentielle. Plusieurs hauts responsables burundais s'en sont pris vivement aux évêques catholiques dès samedi après la fuite sur les réseaux sociaux de leur message pastoral qui a été lu dans les églises du pays. Certains évêques devraient être défroqués car c'est devenu une habitude. À la veille des élections, ils doivent cracher leur venin de haine à travers des messages incendiaires, a tweeté samedi Willy Nyamitwe, conseiller principal du président burundais en matière de communication. Ils sont en train d'enseigner la division. Ils accusent les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, d'être des tueurs, disent que les militants du CNDD-FDD sont des tueurs. C'est une honte d'enseigner la haine aux fidèles, a déclaré toujours ce samedi le secrétaire général du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, lors d'un meeting. Il accuse ses évêques de chercher à pousser les militants d'opposition à s'attaquer en premier à leur parti. Dans le message lu dimanche, les évêques catholiques ont fait part de leur inquiétude et préoccupations à 8 mois de la présidentielle prévue le 20 mai. Ils ont pointé les violences et les efforts pour étouffer certains partis politiques et persécuter leurs membres, des actes de criminalité qui vont même jusqu'au meurtre fondé sur des mobiles politiques. Parfois, selon l'Église, les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD semblent se substituer aux services de sécurité. Alors que la nouvelle constitution de 2018 le lui permet, le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a créé la surprise en assurant qu'il ne se représenterait pas à sa propre succession en 2020. Au Soudan, le Premier ministre a ordonné une enquête sur la répression meurtrière d'un sit-in. C'est ce qu'ont rapporté des médias d'État. Abdallah Hamdok, le nouveau Premier ministre soudanais, a formé un comité chargé d'enquêter sur la répression meurtrière d'un sit-in de manifestants qui avaient des centaines de victimes en juin à Khartoum. Composé de 7 personnes, dont des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense et d'autres membres indépendants, le comité sera chargé de l'enquête selon l'agence officielle SUNA, qui a précisé qu'il présenterait son rapport dans les 3 mois. D'après un comité de médecins proches du mouvement de contestation, au moins 127 personnes ont été tuées et des centaines blessées lors de la dispersion par des hommes armés en tenue militaire d'un rassemblement devant le quartier général de l'armée à Khartoum, qui durait depuis près de 2 mois. Selon ce comité, plus de 250 personnes ont été tuées durant le mouvement déclenché en décembre 2018 après le triplement du prix du pain, avant de prendre rapidement une tournure politique contre le régime d'Omar el-Béchir, puis contre le conseil militaire de transition, lui ayant succédé en avril. Les forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, ont inlassablement réclamé qu'une enquête indépendante soit menée sur la répression du sit-in. Fin juillet, une enquête officielle avait conclu à l'implication dans la répression du sit-in de 8 paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, qui avait auparavant nié toute responsabilité de ces forces. Hors du continent africain, une marche pour le climat a dégénéré samedi après-midi au cœur de Paris. Des incidents ont éclaté lorsque la manifestation a été infiltrée par 1 millier de militants radicaux qui ont incendié des poubelles et saccagé des magasins. La journée de samedi a été tendue dans la capitale française, Paris, où se sont déroulées plusieurs manifestations. En dehors de la marche pour le climat, une manifestation de gilets jaunes opposée à la politique sociale et fiscale du gouvernement et un défilé contre un projet de réforme des retraites. En début de soirée, au moins 137 personnes avaient été interpellées dans les zones où ils étaient interdits de manifester et 86 avaient été placées en garde à vue selon la préfecture de police. Au centre des tensions, le boulevard Saint-Michel, où des militants radicaux de la mouvance d'ultra-gauche, des Black Blocs et des Gilets jaunes, pour certains masqués, ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre avant de s'en prendre à une agence bancaire. Du matériel urbain a été dégradé et des poubelles incendiées, entraînant l'intervention des pompiers. Les forces de l'ordre ont fait un abondant usage de gaz lacrymogène et ont également tiré avec des lanceurs de balles de défense, une arme controversée responsable de nombreuses blessures au cours des précédentes manifestations des Gilets jaunes.
Les participants à la marche pour le climat, au nombre de plusieurs milliers, répondaient à l'appel de nombreuses ONG au lendemain d'une grève mondiale pour le climat historique. Se déroulait également samedi le début des Journées du patrimoine qui attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Les appels se sont multipliés pour une convergence des luttes entre gilets jaunes et militants écologistes. On retrouve cette fois-ci Emmanuel Crépy pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. L'affiche inédite du second tour de la présidentielle en Tunisie était ce lundi à la une de Jeune Afrique. L'hebdomadaire africain d'information et d'analyse estime dans ses lignes que le duel entre Kaïs Saïed et Nabil Karoui entérine le profond rejet de la classe politique qui occupe le devant de la scène depuis 2011. Jeune Afrique rapporte qu'en ces deux finalistes, certains trouvent de vulgaires populistes pendant que d'autres les décrivent comme de vrais révolutionnaires. Mais qui sont-ils vraiment ? C'est ce que nous propose de découvrir le tabloïd qui positionne en titre « Tunisie présidentielle 2019, Révolution acte 2 ». Au Cameroun, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté poursuit les consultations en vue du dialogue national annoncé par le président Paul Biya et qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre prochain à Yaoundé. Des consultations qui sont de bon augure selon le journal Repère. Ce qui n'est pas de l'avis de la Voix du Centre qui croit savoir que ces consultations engagées par le Premier ministre camerounais au lendemain du discours du président Paul Biya n'ont été jusqu'ici qu'une perpétuation des tares ayant conduit à la crise anglophone de 2016. C'est ce que l'hebdomadaire camerounais d'information générale traduit en manchette par « Grand dialogue national vers une nouvelle crise anglophone ». Du même avis que son confrère, le Messager trouve même déjà que le RDPC, le parti au pouvoir, et l'administration confisquent le dialogue national. À l'origine de cette observation par le journal, la convocation par le gouverneur du centre de 30 personnalités issues du parti au pouvoir pour des préconsultations chez le Premier ministre. Défi actuel qui trouve également que le RDPC confisque les consultations préalables au dialogue national, relève aussi à travers ces colonnes d'autres points sombres qui entachent déjà le processus enclenché par le Premier ministre, des points que le bi-hebdomadaire camerounais qualifie de premier couac du dialogue national. Pendant ce temps, le monde des affaires n'est pas resté à l'écart de ce dialogue national qui se prépare. Le quotidien de l'économie, dans sa parution du jour, nous apprend qu'en prélude aux échanges qui s'ouvrent le 30 septembre prochain, le Premier ministre a également reçu une délégation des patronats sous la conduite du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Le canard spécialiste des questions économiques placarde en gros titre « Grand dialogue national ». Le JICAM porte les attentes du secteur privé au Premier ministre. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.